Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, émission 22 dernière de 2024. On va terminer en parlant de médias, mais tout d'abord, un événement qui réunit les gens depuis près de 2 décennies. Bienvenue à Studio Libre. Noël arrive à grands pas et bien sûr, on a nos activités favorites et une activité en particulier qui revient à chaque année depuis 17 ans, imaginez, créée par une citoyenne qui s'est levée et a dit « Il faut faire quelque chose pour les gens qui sont seuls à Noël ». On la retrouve, Émilie Barrette. Bonjour Émilie. Salut Sylvain. Comme je le disais, citoyenne impliquée, parce qu'il faut l'être pour faire une activité pareille, mais l'idée, la genèse, c'est parti tout simplement d'une réaction finalement à un problème. Oui, ben oui. Quand j'étais serveuse dans un restaurant, puis que j'avais discuté avec un monsieur qui me disait qu'il avait 5 enfants, puis que lui passait Noël seul. Et c'est là où est-ce que l'idée, elle a commencé à semer, puis j'en ai parlé autour de moi. Puis voilà, 17 ans plus tard, on est rendu là, puis c'est ça. On parle de classiques. Bon, on a nos classiques, comme je dis, en chanson, tout ça. Mais c'est un classique autant pour les bénévoles que pour les participants. On se dirait peut-être, bon, le plus classique, c'est les participants. Ça ne demande pas beaucoup d'implication, il faut juste y aller. Mais pour les bénévoles qui vont faire toute cette nourriture-là, qui vont faire en sorte que tout va se faire, parce que, comme je disais, il y a une logistique en arrière de ça. Donc, les gens reviennent d'année en année. Oui. Et puis, ils aiment ça, puis ils en redemandent, puis je suis sûr qu'ils doivent te le dire... genre au mois de septembre, bon, on le fait cette année. Oui, puis c'est ça qui est merveilleux aussi, c'est que dans le fond, ça fait partie de leur tradition. Puis, tu sais, aujourd'hui aussi, tu sais, la foi, là, les gens, ils ont besoin, peut-être qu'ils sont moins croyants, mais ils ont besoin de donner, ils ont besoin d'offrir à leur communauté. Fait que je pense que ça fait autant du bien à eux qu'aux participants. Tu sais, ça donne un sens à Noël. Puis j'ai toujours ma gang avec moi, mes bénévoles. Là, on parle de comme une vingtaine de bénévoles pour le transport, pour le repas. Oui, exactement, qui reviennent d'année en année. Et j'ai aussi à chaque année des gens qui m'écrivent, qui me disent, écoute, cette année, j'ai besoin d'aider, j'ai besoin d'offrir à ma communauté. Est-ce que je peux venir t'aider? Ben oui, go, viens. Puis viens nous aider dans ce bel événement-là. Ça l'arrive souvent. Puis c'est cool parce que ça fait partie des traditions maintenant, tu sais. Puis même pour mes enfants, ça fait partie des traditions. Ben, c'est ça, je vous disais, 17 ans passés, il n'y avait pas de la marmaille qui suit, là. On s'entend, là. Parce que tu étais dans la jeune vingtaine, là, il faut dire, quand tu as parti ça. Comment, justement, en reculant, là, est-ce que tu t'es dit, mon Dieu Seigneur, hey, j'ai fait tout ça en 17 ans. Moi, la petite jeune femme dans la vingtaine qui a dit « Non, moi, je veux faire quelque chose. » Mais je pense que tu ne te doutais pas que ça devenait un classique. Toi, dans ton optique, les premiers temps, c'était quoi? 1 fois? 2 fois? Parce que là, 17 ans, à un moment donné... Bien, à chaque année que tu fais l'événement... C'est un peu quétaine, ce que je veux dire, mais à chaque année quand tu fais l'événement, tu sais, qu'il y ait 5 personnes, 10 personnes, 40, 50, 150, 200, tu vois le sourire des participants, puis tu te dis, c'est pas vrai que je peux pas recommencer ça l'année prochaine. C'est que ça en est devenu, je veux pas dire un devoir parce que ça sonne péjoratif, mais c'est une tradition que tu sais qu'une fois que t'as implanté ça, tu ne peux faire autrement que de poursuivre d'année en année. Il y a des gens qui attendent ça parce qu'il y a des gens qui ont juste ça. Il y a des gens qui se retrouvent, qui se voient 1 fois par année. C'est à cet événement-là. C'est super. Il y a des gens qui fêtent avec la présence d'enfants 1 fois par année. C'est à cet événement-là. Les gens qui sont seuls, parce que, bon, il y a des enfants, il y a le Père Noël. Même les adultes demandent aussi des fois là, de prendre une photo avec le Père Noël. Tu sais, fait que on retrouve notre cœur d'enfant. Exactement. Donc, c'est sûr que de poursuivre la tradition. Puis, je suis chanceuse parce que, tu sais, à Buckingham, veut pas, on a quand même des clubs sociaux qui sont solides. Tu sais, les clubs optimistes, Club Lyon, Club Richelieu. C'est tous des clubs qui, d'année en année,
me supporte financièrement, puis me donne du soutien, là, tu sais. Puis, fait que ça permet aussi de poursuivre l'événement, puis de aussi, tu sais, c'est eux autres aussi qui croient en l'événement, là, qui me soutiennent là-dedans, puis tout ça. Puis j'ai eu aussi des dons de la communauté, qui eux autres, ils trippent sur le projet, là. C'est cool, là, tu sais. Je veux dire, quand tu regardes, je pense que c'est un projet aussi qui peut, comme, nous mettre sur la map dans le sens que, hey, à Buckingham, on a un esprit de communauté, puis on organise un gros party de Noël pour les gens qui sont seuls ou les gens qui n'ont pas de party de famille ou les gens qui veulent briser l'isolement puis qui veulent avoir une danse. Ils veulent avoir un party, ils veulent danser, ils veulent avoir le Père Noël. Fait que juste se rassembler, c'est cool. T'sais. On parlait de dons, on parlait de gens et d'organismes qui te soutiennent. Parce qu'évidemment, si on veut faire un repas comme ça pour, je sais pas, l'année passée, tu prévoyais autour de 200 personnes, puis même plus, là, ça prend de la nourriture, puis on sait aujourd'hui que la nourriture coûte excessivement cher. Donc, ça prend des gens, ça prend du monde qui croit, et les gens croient en ton projet. Et majoritairement, c'est un repas qu'on partage. Ça fait, puis c'est drôle parce qu'on est dans une église, ça fait un peu communal, si on veut. Hein? Donc, c'est comme une genre de grosse communion. Mais ce repas-là, il faut qu'il soit préparé par des gens. Oui, puis c'est ça. C'est encore une fois cette année, Carl et Joanne sont au rendez-vous. C'est eux qui font toutes les commissions, c'est eux qui regardent tous les fameux rabais. Les prix, Et puis, c'est eux qui concoctent toutes les tourtières, ils achètent les dindes, ils vont faire cuire les dindes. La veille de Noël, ils vont faire ça chez eux, dans leur maison. C'est eux qui font tout de A à Z, puis on parle d'un repas qui est chaud. Dinde, tourtière, boulettes, légumes, patates. Et on parle aussi d'un repas froid, donc différentes salades assorties, du fromage, des crudités, des œufs farcis. Carl, il fait même des œufs farcis avec Joanne. Ça, c'est long à faire, là. Des petits sandwichs. Écoute, non, c'est des gens qui sont vraiment merveilleux. Puis tu vois qu'eux autres aussi sont vraiment sont motivés, sont passionnés par le projet. Puis ils font ça de bon cœur, gratuitement, bénévolement encore là une fois. Fait que c'est vraiment trippant. Puis lors de la soirée, là, je te dis, c'est tellement cool de voir comme les gens avec leur assiette puis leur repas. Tu sais, ça a l'air, c'est bon, là. C'est de la bonne bouffe, c'est gratuit, puis le monde sont contents, puis tu sais, comme... C'est beau, c'est un beau buffet. Donc, je pense que juste de savoir que ta famille ou toi, avec ton père, tu vas manger un bon repas, t'asseoir devant un chansonnier, c'est cool. C'est le fun. Puis on a vraiment un bon chansonnier là, cette année, encore une fois. Là. Qui est? C'est Danny Richard. Donc, j'avais pensé justement à Danny Richard. Danny Richard est là aussi. Donc, je te dirais qu'au niveau de l'ambiance, c'est super cool parce que c'est festif, les gens ils peuvent danser. Puis, on est... On rentre là, puis c'est une fête, puis il n'y a pas de jugement, puis... tout le monde est là pour la même raison, c'est s'amuser, se rassembler, puis manger un bon repas. Et ça va se dérouler où encore? C'est encore au bowling? C'est encore à la salle de quai. Je t'avouerais qu'au niveau de notre capacité physique, là, chaque année, on devient de plus en plus un gros nombre. Là, donc, est-ce qu'un jour, il va falloir qu'on revoie l'endroit? Possiblement. Mais c'est encore cette année à la salle de quai, à 17h. Donc, les gens là arrivent et puis on va aussi chercher les gens qui n'ont pas de voiture ou qui sont à mobilité réduite. Là. Donc, on offre un service de transport où est-ce que les bénévoles ils vont chercher là, les gens qui ont pas de voiture. Évidemment, on parle de Buckingham et des environs. Oui, évidemment. Donc c'est ça. Et donc, si on veut réserver notre place, parce que j'imagine que c'est mieux de réserver notre place pour... Et bien sûr, pour les capacités, parce que là, on sent que l'événement est très, très gros. Donc, on peut rejoindre où? Oui, les gens ils ont tout simplement à m'appeler dans le 819-775-1735. Puis, ils confirment leur présence. Et puis, évidemment, des fois, s'il y a des enfants, s'il y a des familles, je vais demander l'âge des enfants pour les cadeaux. Quand on le sait, là, tout augmente. Il y a différentes familles qui viennent.
faut pas être gêné. Si cette année, par exemple, ton budget il est restreint, puis tu veux que tes enfants ils mangent un repas traditionnel de Noël, tu veux que tes enfants ils vivent une fête parce que ta condition elle a changé ou tu es dans une situation fragile ou bien une situation qui t'a mis où est-ce que ton conjoint ou ta conjointe t'es rendu tout seul, t'es monoparental ou peu importe. Les familles sont super bienvenues aussi, puis tous les enfants se mêlent ensemble et on a la visite du Père Noël, on a des jeux et on danse, on a du plaisir. Donc, faut profiter de l'événement qui est totalement gratuit, faut le dire. Comme dit l'expression anglaise, there's no such free meal. Mais là, oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Émilie Barrette. Merci. En 1991, Patrick Bruel demandait au monde entier « Mais qui a le droit ?» Eh bien, le droit, on l'a ici à Gatineau. Le journal Le Droit, on en parle avec François Carrier, son directeur général. Bonjour, M. Carrier. Bonjour, Sylvain. Merci de m'accueillir ici à Buckingham. Oui. Ça me fait plaisir. Je viens pas tous les jours dans le secteur ici, là, mais ça me fait grandement plaisir de pouvoir justement regarder les commerces qu'on a ici et autres et de venir dans vos studios. Là, c'est une première pour moi. On est à la dernière émission. Le droit, eh bien, avec l'année 2024 qui s'achève, comment est-ce qu'il réussit encore à tirer son épingle du jeu, malgré toute l'atmosphère médiatique, j'allais dire la crise médiatique qui se passe présentement? Bien, je dirais que la base, c'est le régional. C'est ce qui fonctionne le mieux. On peut parler de l'avenir, on peut parler du présent, mais il faut revenir aussi sur le passé. Hein? Vous le savez, là, il n'y a pas si longtemps, on a appris la triste nouvelle, le décès de Denis Gratton. Oui, effectivement. Je reviens sur l'importance que Denis Gratton a eue chez nous parce que les gens le connaissaient. Il avait établi cette relation-là avec les lecteurs. Oui. C'est comme ça qu'on réussit à avoir des lecteurs, à faire en sorte qu'on est pertinent et aussi à parler de chez nous. L'autre chose qui est hyper importante, c'est d'avoir cette information-là de proximité, comme vous le faites ici à la télé. Et de cette manière-là, on peut justement, je dirais, couvrir le territoire. Vous savez, récemment, on a eu la chance d'avoir un nouveau poste du côté de la MRC Papineau, Mégane Rochette, qui est présente et qui aussi là, va probablement venir faire son tour du côté de Buckingham, de Masson. Donc, c'est d'être proche de ce qu'on est, des gens d'ici. Et je pense que c'est de plus en plus là, ce qui permet aux médias de se développer, d'avoir son public et de demeurer pertinent également. L'autre chose, c'est le modèle économique. Vous savez maintenant, le droit, c'est une coopérative sans but lucratif qui appartient à ses membres, à ses journalistes en fait. Donc, les gens sont mes collègues. Les employés du droit sont les coopérants. C'est eux qui décident. C'est leur entreprise, c'est leur quotidien. Alors, je dirais que ça, c'est très important. Et d'autre part, également, je reviens sur, oui, toute la facette de l'information, nos produits. Hein? On a aussi le magazine, le droit à faire, parce que oui, maintenant, c'est le droit numérique, hein? Le droit.com. Effectivement. Tout un changement quand même. Oui. Et c'est sûr qu'il y a encore de la nostalgie. Les gens s'ennuient du mot croisé, s'ennuient... Oui. On nous en parle souvent. C'est sûr. Et on le comprend, ça. Mais ce qu'il faut qu'il demeure, c'est cette information de proximité, de faire en sorte qu'on sait ce qui se passe à l'Hôtel de Ville de Gatineau, qu'on suit les différentes élections, ce qui peut retenir l'attention aussi dans le domaine de la santé. Hein, on le sait, en Outaouais, c'est un sujet qui revient souvent. Le suivi, il faut en faire. Parce que, bon, on a une nouvelle qui arrive, mais à un moment donné, il faut la suivre, cette nouvelle-là. Il faut avoir une conscience de où on est, d'où on arrive pour savoir où on s'en va. Là. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que le droit offre, je prends entre autres ce que Mathieu Bélanger a fait récemment, le feuilleton sur les alimentières. Le 100e anniversaire de cette grève-là, qui a amené aussi, il faut dire, un impact hyper important, le fait que Donalda Charon est maintenant un personnage historique, cette leader syndicale à cette époque, au même titre que Maurice Richard, Joe Monferrand ou encore Félix Leclerc. Là. Donc, le fait que le gouvernement du Québec a reconnu Donalda Charon, c'est pas étranger au travail que Mathieu Bélanger a fait. Et tout ça s'explique, hein, c'est un peu comme
quand il y a un accident d'avion, il y a toujours des causes. Il y a différentes causes qui ont entraîné des événements. Mais c'est un peu comme ça, l'actualité. Donc, de s'assurer de savoir le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, qu'est-ce qui a provoqué quel autre événement historique. C'est un peu ça. Puis je pense que si vous n'avez pas eu la chance de le lire, là, ça vaut la peine. Le 100e anniversaire, ce feuilleton historique sur les alimentières. Et ça ne nous a pas empêché de faire de l'actualité aussi. Effectivement. Actualité qui se passe à la Maison du citoyen de Gatineau ou autre. Comme on dit, on peut marcher puis manger de la gomme en même temps. Un peu la même chose, effectivement. Mais, encore une fois, ce qui est important, c'est ce contenu local et régional. Oui. Ça, pour moi, c'est la clé, c'est l'ADN du droit. Vous l'avez mentionné plus tôt et c'est important de le mentionner aussi. La nouvelle façon de faire du journalisme aujourd'hui, eh bien, on passe par le numérique, évidemment, parce que la viabilité d'un journal papier, on en a parlé, c'est très, très cher. Puis même, d'ailleurs, bon, ici, c'est ce qui a coûté aussi un peu à certains journaux, la viabilité, autant de trouver des journalistes, ça c'est une chose, mais d'imprimer le fameux journal et de le distribuer aussi, on parle de prix vraiment qui peuvent des milliers de dollars par semaine, juste quelques propriétaires de journaux m'en ont parlé. Et donc, de passer au numérique, on a parlé d'un impact vraiment important, mais est-ce que les gens se sont habitués? Est-ce que les gens sont revenus? On en parlait des nostalgiques, mais est-ce que ceux-là ont embarqué, ont emboîté le pas? Oui, vraiment. Écoutez, on a quand même tout près de 400 000 lecteurs différents par mois. Ce qui est quand même pas rien. Ce qu'il faut dire aussi, vous l'avez bien dit, c'est qu'il y a deux réalités fort importantes. Le réseau de distribution, ça c'est clair. Je pense que vous avez été chercher les bonnes informations. C'est pas évident avec un journal physique, papier. L'autre chose aussi, c'est que la nouvelle va tellement vite. Oui. Et le problème, c'est que lorsqu'on décide d'imprimer quelque chose, automatiquement, c'est du passé. On n'est plus dans l'actualité pratiquement. Le numérique permet de faire des suivis, des changements dans le texte, de rester toujours au courant de ce qui se passe, de faire évoluer la nouvelle. Donc ça, c'est un élément qu'on ne peut pas passer à côté. Parce que je pense que c'est un meilleur service qu'on peut donner au lecteur, à la personne qui veut rester au courant de ce qui se passe chez lui. Cependant, effectivement, le papier a été pendant des générations consommé, donc on en est encore à des gens qui aimeraient bien avoir cette version-là, mais je peux vous dire que ceux qui sont abonnés, on a un taux de satisfaction quand même assez intéressant. On pourra avoir d'autres études, mais les gens sont là. Les gens sont là, les gens consomment encore beaucoup le droit. Et on parlait tantôt de l'écosystème médiatique en Outaouais. Moi, je parle vraiment de l'Outaouais. Parce que vous l'avez mentionné tantôt, il y a les radios communautaires. On pense à CHGA, à CHIP dans le Pontiac. On pense aussi à nos différents hebdos. On pense à nos télévisions communautaires. Et nos radios aussi dans le domaine privé. Tout ça fait partie d'un écosystème et le citoyen peut choisir ce qui est le plus intéressant ou ce qui lui convient de mieux. Ce qu'il faut dire, par contre, c'est que quand on parle du droit, on parle d'un média coopératif. Et ça revient, je dis, dans les valeurs, le fait qu'on consomme de l'Outaouais, en Outaouais, des gens d'ici. On avait une campagne durant le printemps dernier où on disait, entre autres, voyez vos gens, vos visages, ce sont les visages de vos coopérants. Lorsque vous faites un abonnement, lorsque vous décidez de prendre un abonnement au droit, ce qui est quand même aussi un très bon prix, une centaine de dollars environ par année, pour 365 jours, ce que vous décidez de choisir, c'est d'investir chez nous. C'est cet achat local. Et c'est la même chose pour les clients publicitaires. Parce qu'on décide non pas de faire une fuite de capitaux vers Google ou vers Facebook. On décide d'investir chez nous en Outaouais. On en parlait justement, la crise que les médias vivent, c'est essentiellement une crise financière, une crise des placements publicitaires qui, jusqu'à tout récemment, amenaient de l'eau au moulin et permettaient aux médias d'avoir un peu de fonds pour opérer. Et quand les numériques sont arrivés, les Google et Meta de ce monde, eh bien, ils ont offert quelque chose que le papier ne pouvait pas offrir.
c'est de la publicité ciblée et avec des statistiques vraiment très intéressantes. Et donc, de passer au numérique aussi, ben, ça vous permet de faire ça aussi. Est-ce que les placements publicitaires se sont ajustés, j'allais dire, pour dire, ben, regardez, nous aussi, on est capable de faire ça. Nous aussi, on est capable de vous montrer qui sont nos lecteurs et qui va consommer votre publicité, qui va la voir. Effectivement, Sylvain, tu as raison de le mentionner, c'est que veut pas, ça a évolué et on peut maintenant avoir des services qui sont davantage ciblés à nos clients publicitaires, dépendamment de leurs besoins, dépendamment qui ils veulent viser. Alors ça, oui, effectivement, et c'est un gros changement. Hein? Oui. C'est tout un changement qu'on a vécu quand même au droit dans les dernières années. Moi, je me suis joint à l'équipe en mars dernier, mais je peux vous dire que effectivement, on ne vend plus de la même façon cette page qu'on avait dans le droit, comme on peut vendre maintenant le numérique ou encore le magazine Le Droit à faire, hein, qui est toujours publié. Ça, il faut le mentionner. Mais reste que c'est pas la même façon de travailler, c'est pas la même façon aussi d'aborder le produit du client et de voir aussi comment le client peut être satisfait. Parce que de vendre de la publicité sans qu'il y ait d'impact, c'est pas intéressant. Effectivement. C'est sûr que les clients doivent vous poser la question, quel est votre auditoire, comment il y en a? Et nous, on se la fait poser, nous aussi, la même chose quand on essaie de vendre du contenu publicitaire. C'est la première question parce que la façon de consommer la publicité, d'acheter aussi la publicité, a changé du tout au tout là, dans les 5, 6, 7 dernières années. Ah, totalement. Totalement. Puis, écoutez, là, c'est pas rien. Puis, il faut dire que cette année a été une grande année de transition. C'était la première année 100% numérique. Oh, OK. Donc, l'an dernier, on a publié ce dernier numéro du journal Le Droit, papier. Et là, à ce moment-là, juste l'inventaire n'est pas le même. Parce que souvent, vous savez, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bon, on a de la place en telle page et autres. Je me souviens. Là, c'est un peu différent parce qu'il faut atteindre pour chaque campagne un nombre de personnes selon ce qu'on a signé. Donc, ça amène d'autres défis, je dirais, par rapport à toute cette situation-là. Puis de la manière aussi qu'on doit informer les gens. Et c'est pour ça que je suis très fier de l'équipe de notre salle de rédaction qui tente de produire autant qu'on produisait avant, avec évidemment moins de personnes. Sauf que le contenu, on tente vraiment de le cibler sur les citoyens, ce qui explique d'ailleurs le pourquoi, dans les 2 derniers mois, on a ajouté une journaliste dans la région de Papineau. Oui. Vous l'avez mentionné tantôt. Oui, c'est vrai. On est dans je dirais, un certain changement. On peut dire une crise, effectivement. En même temps, il y a toujours des opportunités quand une crise arrive. Et ce qu'on s'est aperçu, nous, c'est que si ce n'est pas le droit qui va offrir un service d'information de proximité dans Papineau, ou peut-être même éventuellement en 2025 ailleurs, c'est pas d'autres qui vont le faire. Je parle en termes de journalisme écrit. Alors, c'est ce qu'on veut faire. Et pour 2025, là, on a fait 1 an numérique total, ça va bien. Qu'est-ce qui arrive en 2025? Les gros projets, est-ce qu'il y en a? Et est-ce qu'on peut avoir quelques scoops? Oui, et il y a déjà quelque chose qui a été lancé et qui va se mettre en place en 2025. Ça concerne les magazines Affaires qui sont toujours publiés et on aura la chance d'avoir aussi un autre magazine qui s'ajoute. Ça peut être des magazines anniversaires, ça peut être aussi des magazines thématiques, mais dans le cas qui nous concerne, celui de décembre 2024, c'est une première dans notre réseau là, des différents quotidiens qu'on a chez nous. C'est le gala Excellor de la Chambre de commerce. Oui. Donc, on a un nouveau cahier qui est papier. Oh. Donc, on ne dit pas que le papier est complètement terminé. Le papier a son utilité, mais peut-être pas dans l'actualité du moment. C'est davantage dans d'autres types de produits, comme ce type de produit-là. Donc, ça a été lancé. Il va être distribué et ça va être aussi possible si on est une organisation qui veut avoir également son propre magazine, d'avoir la possibilité de le faire. Et c'est distribué en même temps que le magazine Affaires. Okay. Donc ça, c'est une nouveauté chez nous. Le droit est le premier à le faire. Alors,
il faut dire, c'est ça, on entend beaucoup les gens dire le papier, c'est terminé. C'est mort et enterré. Ça dépend. Pas tant. Non, pas tant. Il faut juste le faire un peu de manière différente. C'est surtout ça. L'autre chose aussi, bon, évidemment, l'actualité va être extrêmement importante et je peux vous dire que lorsque j'ai été nommé, une des premières choses que les gens se sont dit, pour ceux qui connaissent un peu mon parcours, c'est cette importance d'avoir de l'information de proximité. Je veux qu'on entende davantage parler, entre autres, du secteur Buckingham, entre autres, du secteur Masson-Angers, du secteur Elmer. Mais ça nous prend cette information-là de proximité. On le fait dans Papineau, dans la Petite Nation. On espère aussi de le faire dans la MRC des Collines, hein, tout près d'ici, l'Ange Gardien. On a d'ailleurs fait un lancement de magazine Affaires à l'Ange Gardien récemment là, chez Acier DM. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on va faire davantage. Se promener, être plus près des gens. Et également, je vous dirais que dans ce qui devrait marquer 2025, c'est cette couverture électorale qui s'en vient. Oui, effectivement. Il y a des élections municipales. Oh oui, absolument, absolument. Et ça va être très chaud, je pense. Et je pense que pour des gens comme nous, autant vous à la télé que nous au droit, c'est le moment privilégié. Ce sont nos Olympiques à chaque 4 ans. Un marathon, j'allais dire. Et je pense que du côté du droit, on va se donner la responsabilité de regarder ce qui se passe, je vous dirais, de Facette à Rapide des Joachim et de Gatineau jusqu'à Grand Remous. Oh, ouais. Dire, c'est très vaste. C'est la région de l'Outaouais. J'espère que j'ai été vraiment aux extrémités, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est comme ça qu'on espère, entre autres, avoir une couverture qui soit très près des gens. Alors ça va marquer assurément 2025. Eh bien, merci beaucoup, François Carrier, directeur général du Journal Le Droit, d'avoir été avec nous. Et puis, bon succès au droit pour 2025. Bien, merci. N'hésitez pas à aller visiter ledroit.com. Vous pouvez vous abonner, mais aussi avoir cette information de proximité qui, je pense, avec ce que vous faites ici à la télé communautaire Basse-Lièvre, fait en sorte que si on a le droit à la télé communautaire Basse-Lièvre, on sait ce qui se passe chez nous. Alors, merci beaucoup, Sylvain, pour cette invitation. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 22 de Studio Libre, dernière de 2024. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui, François Carrier, directeur général du Journal Le Droit, et Émilie Barrette, organisatrice de l'événement À Noël, on se rassemble. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe Facebook auquel vous pouvez vous abonner, TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses, officiel. Eh bien, moi, il ne vous reste qu'à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et à vous retrouver au mois de janvier pour d'autres Studios Libres.